Comme ça, là, ça te semble mieux? Mais attends, mais j'ai l'air con en fait. J'ai toujours imaginé le full remote. Tu fais 3 pas depuis ton lit jusqu'à ton bureau et en fait, quand tu es dedans, c'est encore différent de ce que tu peux imaginer. Comment tu intègres un nouveau collaborateur quand toute l'équipe elle est en full remote? Comment tu arrives à lui transmettre la culture de l'entreprise, à créer vraiment la cohésion? J'ai eu du mal un peu à m'adapter. J'étais pas bien et je me sentais pas légitime de pas être bien. Des fois, ça va pas et c'est ok que ça aille pas et c'est normal. Et je change de mode de travail et je vais avoir un temps d'adaptation. Au final, t'as pas de guide parce que c'est très nouveau. J'avais peur de après m'enfermer et me dire mais non, mais maintenant, je ne vais pas quitter un CDI, c'est trop dangereux, et abandonner ce rêve. Attends, On commence. Donc ouais, merci Camille en tout cas d'avoir accepté cette invitation. En fait, je t'ai contactée parce que j'ai vu que tu avais publié un post LinkedIn qui m'a beaucoup fait réagir, dans le sens où ton histoire, elle est un peu particulière et elle va un peu à l'encontre de ce qu'on peut voir sur LinkedIn, dans le sens de la liberté, c'est le freelancing, je fais ce que je veux quand je suis en freelance. Et du coup, toi, tu racontes le contraire. Finalement, tu dis, bah, en fait, moi, je connais le freelancing, mais je suis salariée et pour autant, je me sens aussi libre que quand j'étais en freelance. Donc déjà, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire, ton histoire? Aussi, pourquoi tu es à Maurice? Parce que tu es à l'île Maurice. Et donc, qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui, alors tu l'as bien dit. Donc moi, j'ai commencé en freelance. Donc je fais du référencement de site web, du SEO. Donc je m'occupe de positionner les sites internet sur les moteurs de recherche selon l'offre qu'ils proposent. Donc aujourd'hui, je suis salariée chez Marcopy, donc qui est une entreprise full remote. Mais de base, j'ai commencé en freelance et justement parce que j'avais exactement ce préjugé. Je pensais que pour être libre géographiquement, ce qui est quelque chose qui est super important pour moi parce que j'ai envie de voyager et je me sens vivante que quand je suis ailleurs qu'en France, en fait, c'est comme ça que je m'épanouis. Et du coup, je voulais accéder à cette liberté géographique et je pensais que j'étais obligée de passer par le freelancing. Et, et donc, j'ai fait un petit peu de freelance. Et puis après, j'ai été recrutée en agence de marketing, donc en CDI où je devais aller au bureau tous les jours. J'étais à Lille, mais pas Maurice. J'avais le droit à un peu de télétravail, mais la boîte n'était pas faite pour fonctionner en télétravail en premier lieu. Donc, tu sentais un peu que ça désorganisait, c'était un petit peu embêtant. Bon, mon patron disait oui parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de patrons qui ils savent qu'ils sont obligés d'avoir cette flexibilité s'ils veulent garder leurs collaborateurs. Mais tu sentais que ce n'était pas adapté, en fait. Et depuis que j'ai rejoint une boîte en full remote, je me rends compte que le fait d'avoir une organisation qui est pensée pour ça et de cette manière-là, et que tout le monde soit en full remote, c'est vraiment une approche complètement différente. Et il y avait aussi un sujet, c'est que moi, je ne voulais pas que le full remote, ça soit un privilège. Je voulais que ça soit vu comme normal par mes patrons, par mes managers, par mes collègues, et que ça soit intégré pleinement à la manière de fonctionner au quotidien de la boîte, quoi. Parce que je pense que c'est la seule manière pour que ça fonctionne vraiment. Chez No Place to Be, on a synthétisé les boîtes en 4 catégories. Donc, tu as la première catégorie qui est le full office, donc qui parle de lui-même, ou les deux postes qui ne peuvent pas se faire en distanciel. Donc, tu as 2 modèles hybrides, notamment l'organisation dans laquelle tu étais. Nous, on l'appelle Office First. C'est d'abord le bureau et après la flexibilité, c'est-à-dire que l'organisation, elle est pensée pour le présentiel. Et tu peux avoir 2 jours par semaine ou 1 jour de télétravail. Et après, dans les modèles hybrides, tu as encore un autre modèle qui est le remote first. Premier lieu, l'organisation, elle est pensée pour que le travail soit fait en remote. Et donc, tu as des gens dans l'organisation qui travaillent en remote, mais tu en as aussi qui sont sur site. C'est l'exemple, tu vois, de Blablacar, de Airbnb, Alan, Payfit, des scale-up qui, en fait, ont des bureaux quand même à disposition. Mais ça devient plus un lieu de vie, un lieu de cohésion où les gens se rencontrent. Mais en fait, la culture du remote fait partie intégrante puisque l'organisation est pensée pour le remote d'abord. Et après, tu as les boîtes encore plus loin. Donc là, toi, tu as la chance d'être dans une boîte comme ça. Il y en a peu. Donc full remote où là, l'organisation est pensée pour être en remote et tout le monde est, quasiment tout le monde est en remote, quoi. Je pense que ça dépend aussi du secteur d'activité de la boîte. Parce que, par exemple, tu vois, tous les exemples que tu as cités, Payfit, Alan, Marcopy, par exemple, nous, c'est des logiciels. Enfin, c'est un produit en ligne déjà de base.
Donc, c'est beaucoup plus facile de passer ces organisations-là. Je pense, après, je ne suis pas experte du full remote, mais j'imagine que c'est plus facile de fonctionner en full remote quand déjà ton produit, ce n'est pas un produit physique que sur des industries plus traditionnelles. Nous, on n'a pas du tout de bureau, ça n'existe pas. Et donc, c'est full remote et asynchrone. Donc, les collaborateurs, ils peuvent travailler depuis le pays qu'ils souhaitent, le fuseau horaire qu'ils souhaitent. Et par contre, la seule limite à ça, c'est que forcément, moi, par exemple, je m'occupe du référencement du site web. Donc, bon, globalement, les tâches que je fais, ça implique que moi, quoi. Et les moteurs de recherche. Mais les moteurs de recherche, ils fonctionnent 24 heures sur 24. Donc, que je travaille à minuit ou à 8 heures du matin, peu importe. Mais par contre, j'ai des collègues qui sont sales, par exemple, où eux, ils ont un peu plus de contraintes que ce que moi, je peux avoir aujourd'hui, où eux, ils doivent s'adapter aussi au fuseau horaire des clients. Donc, j'ai l'impression que quand j'en parle, ça peut sonner pour les gens qui n'en sont pas encore là, comme inatteignable ou un peu un coup de chance. D'ailleurs, on me le dit beaucoup. Hein. Ah, mais oui, mais toi, tu as de la chance. Ouais, il y a certainement une grosse part de chance à un moment donné, je me suis retrouvée au bon endroit, au bon moment. Et en même temps, pour tout te dire, j'ai été recrutée chez Marc Copy parce que Céline, donc j'avais testé son outil 1 an et demi auparavant. Un jour, il a fait un post LinkedIn pour dire deux sales nous rejoignent dans notre boîte full remote, gna gna gna. Je dis, tiens, ils sont en full remote, eux. OK. Moi, ça commençait à mûrir un peu dans ma tête mon projet de vouloir rejoindre ce type d'entreprise-là. Et je lui ai juste fait un message au culot. Hello, est-ce qu'un jour, si un jour vous cherchez quelqu'un pour le référencement, n'hésitez pas, je suis là. Il m'a dit carrément, on se fait un entretien et puis paf, tu vois. Donc, il y a une part de chance. J'ai été au bon endroit au bon moment. En même temps, j'aurais aussi pu dire, oh non, j'ai trop peur, je n'ai pas envoyé le message. En même temps, j'avais rien à perdre, donc go. Et c'est ça, tu vois. Je pense que ce qui est important aussi comme message à faire passer aux gens, c'est que c'est possible. Et des fois, il faut juste se mettre un petit coup de pied aux fesses et sortir un peu de sa zone de confort. Et peut-être Céline, il aurait pu me dire, mais t'es qui Non, on n'a pas d'offre d'emploi. Mais en fait, j'avais rien à perdre. Le pire qu'il pouvait me dire, c'est désolé, l'équipe est au complet, quoi. Et peut-être un jour, il se serait souvenu que je lui avais envoyé un message. Je trouve que c'est un bon message à faire passer, tu vois, de oser et poursuivre, tu vois, si vraiment il y a des gens qui nous écoutent et ils ont envie, mais qu'ils le fassent, en fait, juste qu'ils discutent avec des gens qui sont déjà dans cette situation, parler, réseauter. C'est quoi la différence pour toi entre freelance et quelqu'un qui bosse en remote? Tu vois, les côtés positifs des uns des autres. Ce que je dis tout le temps quand on me pose cette question, aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir tous les avantages du freelancing avec tous les avantages du salariat. Les avantages que je vois au freelance, c'est la liberté géographique, la flexibilité par rapport à tes horaires de travail. Le contrôle, c'est toi qui le fais sur toi-même. En fait, tu n'as pas de flicage ou de ce genre de choses, mis à part le flicage de tes clients qui, au final, est peut-être pire en freelance. L'inconvénient, c'est que tu n'as pas de sécurité financière. Et ça peut être une énorme source de stress. C'est pas fait pour certaines personnes. Il y a des personnes qui sont très facilement angoissées et qui vont pas endormir la nuit. Et même si elles gagnent bien leur vie ce mois-ci, elles vont être juste angoissées du lendemain et de ne pas savoir si le mois suivant, elles vont renouveler avec tel ou tel client. Et il y a un deuxième sujet et qui, moi, personnellement, me pesait en freelance, c'est le sentiment d'être seul face à tes clients, où au final, le client te paye pour une prestation, donc il attend un livrable, en tout cas dans mon métier, ou des résultats. Et juste, des fois, tu n'as pas toutes les clés pour y arriver seul. Et le fait de ne pas avoir une team autour de toi, tu peux facilement te dire, je suis nulle, je ne suis pas faite pour mon métier. Aujourd'hui, en full remote, j'ai ma liberté géographique, j'ai la flexibilité sur les horaires. Je n'ai pas le stress du lendemain par rapport à mes revenus. J'ai la team autour de moi. Tu vois, on parlait un petit peu la dernière fois de poster sur LinkedIn. Quand je suis arrivée chez Marc, il y avait pas mal de gens qui postaient déjà sur LinkedIn dans la boîte. Moi, j'avais toujours eu envie de le faire, mais un peu peur de me lancer. Tu vois, si j'avais été restée en freelance, j'aurais pas eu la team autour pour me dire, vas-y, fais-le maintenant. C'est aussi une team qui, dans les moments n'importe lesquels, te soutient finalement. Enfin, tu vois, c'est une équipe. Tu fais partie d'une équipe, tu fais partie d'une boîte, tu fais partie d'un collectif finalement. En fait, moi, je dirais les 3 avantages d'être en full remote par rapport en freelance, c'est 1, la sécurité de tes revenus, 2, la team, et 3, tu peux construire quelque chose de
beaucoup plus gros en fait. Rêver loin, tu vois, parce que tu as une équipe, donc tu peux faire plein de choses. Alors que si tu es enfin moi en tout cas en freelance, bah, je me contenterai de faire mon job de SEO. Au final, mes collègues, en travaillant avec eux, j'apprends aussi plein de choses de plein d'autres métiers dont c'est pas, enfin voilà, c'est pas mes tâches, c'est pas mon métier. Ouais, moi honnêtement, je suis team full remote à 100%. J'ai été team freelance à 100% quand je ne savais pas que le full remote existait et que je l'avais pas encore expérimenté. C'était tellement important pour moi cette liberté les géographiques et cette flexibilité que je pensais que le freelancing, c'était le seul moyen de y arriver et que c'était un peu genre l'insécurité quelque part et la solitude, c'était le prix à payer pour atteindre ça. Dans ton ancienne boîte, quand tu étais à Lille, tu avais de la flexibilité, mais pour autant, tu n'étais pas forcément bien et tu as quand même quitté pour Marcopy. Du coup, c'est quand tu dis justement que ça ne te correspondait pas, cette flexibilité de 2 jours par semaine, que ton boss n'était pas vraiment dans sa vision. Est-ce que tu peux développer un petit peu et nous expliquer qu'est-ce que tu n'as pas forcément aimé? Bon, déjà, il y a l'aspect personnel. Bon, quand j'ai fait mes études, j'étais amenée à faire Erasmus et d'autres échanges à l'étranger. Et ça m'a vraiment construite. Je trouve ça tellement enrichissant et c'est là que je me sens vivre ma vie pleinement. Ouais. Et donc, je n'avais pas envie de me dire, bah, ça y est, je suis sur le marché du travail, bah, maintenant c'est tout, je dois y renoncer. Je ne me voyais pas dans un schéma de vie classique, implanté dans une zone géographique. J'avais une sensation de ne pas avoir fait le tour des voyages et des cultures que je pourrais découvrir. Donc déjà, c'était une volonté personnelle depuis longtemps, sauf qu'il y avait aussi la carrière. Et donc, quand tu sors d'études, c'est là où tu es le plus employable, c'est là où tu peux avoir des postes stratégiques pour évoluer rapidement aussi dans ton domaine. Et donc, je ne voulais pas non plus sacrifier ça, en fait. Et pour moi, ça a été vraiment un super bon tremplin de travailler en agence, donc de faire un peu cette concession de ne pas avoir tout de suite cette vie en full remote parce que je suis montée en compétences et que j'ai appris. Et c'est aussi, tu vois, le fait d'être sur place avec des collègues plus seniors qui m'a fait progresser. Renoncer au full remote parce que c'est stratégique à un moment donné dans ta carrière, ça peut être cool aussi, mais si tu ne perds pas ton objectif de vue. Et moi, c'était ça dont j'avais peur. J'avais peur de, après, m'enfermer et me dire mais non, mais maintenant, je ne vais pas quitter un CDI, c'est trop dangereux, j'ai trop à perdre, et abandonner ce rêve. Donc, c'est un rêve carrément. C'est fou. Ouais, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'imaginais ma vie. Mais après, moi, ce que j'aimais pas, c'était cet entre-deux. On n'avait pas les bons outils, on n'avait pas les bons process qui faisaient que tu pouvais aborder sereinement tes jours en télétravail, par exemple. Et il y a un autre sujet, c'est que j'aime télétravailler, mais je m'en suis rendu compte d'ailleurs quand j'ai rejoint Marcopy. Après 3 mois, en fait, j'étais plus bien. J'étais à Lille, dans mon appartement. Donc, j'aime travailler, mais dans un certain contexte. Donc, quand en restant dans ma vie classique de Lilloise, avec un copain qui avait un CDI en présentiel et qui rentrait à 18h, lui, il avait qu'une envie, c'était de rester à l'appart. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de sortir et de voir des gens parce que j'avais vu mon ordi et quelques collègues en visio, mais je ne m'étais pas dépensée. Cette vie-là, ça ne me correspondait pas. Et du coup, je trouve que le full remote, au moins, ça t'offre la possibilité soit de rester dans cette vie si elle te correspond, ouais, soit de changer de contexte et de cadre de vie, en fait. Je fais le même constat que toi. D'ailleurs, je vais déménager bientôt parce que je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de setup pour. Et en fait, si tu veux, moi, je suis restée dans ma vie d'avant. Tu as les mêmes habitudes. Et sauf que ton mode d'organisation change, notamment sur les aspects bureau, il faut avoir un espace dédié. Tu as plein de gens qui ont vécu le télétravail pendant le confinement, mais qui avaient un appart à Paris ou ailleurs, même à Toulouse, de 20 mètres carrés, où en fait tu travailles sur ton canapé qui est aussi ton salon, qui est aussi ton lit. Et du coup, forcément, c'est pas du tout la même chose que quand tu dis, OK, je prends un appart plus grand, je prends un bureau, j'ai un setup. Ouais, et puis tu vois, moi, au final, j'ai toujours imaginé le full remote. Et en fait, quand tu es dedans, c'est encore différent de ce que tu peux imaginer. Je trouve qu'on pourrait croire que juste être en full remote, tu fais le même métier, mais tu fais 3 pas depuis ton lit jusqu'à ton bureau et puis au lieu de prendre les transports matin et soir. Mais en fait, je trouve que le fait de passer en full remote,
ça redéfinit aussi tes besoins, tu vois. J'en parlais un petit peu, mais moi, quand je suis passée en full remote, après, j'avais beaucoup plus besoin de me dépenser, de voir des gens, d'être entourée encore plus parce que j'avais plus ce contact avec les collègues. Et mine de rien, c'est quand même c'est un énorme facteur de socialisation. Je ne sais jamais quel mot. De juste rencontrer des collègues, discuter autour d'un café. Et c'est des moments que tu t'accordes pas forcément quand tu es seul chez toi devant ton ordi parce que tu te dis, bon, let's go, je fais mon travail, au plus vite c'est fait, au plus vite je suis tranquille. Et c'est bien, tu vois, parce que du coup, ça t'incite en tout cas à être plus productif parce que une fois que c'est fait et tu peux faire autre chose. Mais d'un autre côté, ça t'enferme un peu dans un truc de, OK, faisons le travail et passons à autre chose. Moi, quand j'ai commencé en full remote, il y a personne autour de moi je connaissais personne qui était aussi en full remote à part mes collègues en fait. Et donc les gens, pareil, ils n'ont pas les mêmes besoins que toi parce que eux, ils ont passé la journée au travail et des fois, ils comprennent pas trop aussi parce que tout le monde dit, t'as de la chance, c'est trop bien, c'est incroyable. Et oui, c'est incroyable. Et du coup, tu te sens pas forcément légitime de pas être bien. J'ai eu un peu le contre-coup du full remote, un peu le moment où tu dis, tu as le rêve et tu as la réalité. Tu te sens pas légitime de te dire au final, c'est pas vraiment comme je l'imaginais. Parce que tout le monde te dit que tu as une chance incroyable et c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas non plus un monde c'est pas tout beau, tout rose si tu redéfinis pas les choses, si tu prends pas le temps de redéfinir ta vie, en fait, c'est clair. Ouais, et c'est pour ça que clairement, tout le monde n'est pas fait pour le full remote et il faut pas prendre le truc à la légère. Moi, ça me fait beaucoup penser à quand je suis arrivée au Texas. Donc, j'ai étudié 1 an au Texas. C'était la grosse claque. J'ai pris un énorme... vraiment, j'ai eu le choc culturel. Pourtant, on croit qu'on est un peu américanisé en Europe. J'ai eu du mal un peu à m'adapter. Et c'est pareil, j'étais pas bien et je me sentais pas légitime de pas être bien parce que tout le monde me disait que j'avais de la chance. Et tu vois, ça, c'est un truc, je trouve, c'est important de le dire que des fois, ça va pas et c'est OK que ça aille pas et c'est normal. Et ça fait partie du deal aussi de je change de mode de travail et je vais avoir un temps d'adaptation. Et quand je suis rejoint Marc Copy, il y avait tous des process à mettre en œuvre. Comment tu intègres un nouveau collaborateur quand toute l'équipe elle est en full remote? Quels sont les besoins d'un nouveau collaborateur? Comment tu arrives à lui transmettre la culture de l'entreprise, à créer vraiment la cohésion au sein de l'équipe quand tu intègres une nouvelle personne. Et tu vois, tout ça, c'est des défis. Il y a peu d'entreprises qui fonctionnent de cette manière. Au final, tu n'as pas de guide parce que c'est très nouveau. Je sais que mes boss aiment beaucoup s'inspirer de Payfit et justement, tu l'as cité aussi, Payfit, Alan, enfin ces entreprises-là, même Airbnb sont passées en full remote, il me semble. Donc, je pense qu'il y a une grosse partie on s'inspire de l'existant parce que de toute façon, tu ne vas pas réinventer la roue. Et si ça a marché pour des boîtes comme eux, où il y a beaucoup de collaborateurs, ça va marcher pour... il y a des chances que ça marche pour des plus petites. Et après, il y a beaucoup de co-construction, tu vois. Au final, moi, quand je suis arrivée, donc il m'avait préparé un super doc Notion avec différents sujets, donc la boîte, le mode de fonctionnement, enfin vraiment plein de dossiers à aller regarder avec un process dans l'ordre. Tu regardes ça, tu coches, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Donc déjà, ça te donne un peu une trame pour tes premiers jours. Et ensuite, on m'a beaucoup demandé mes retours, tout ce qui n'allait pas. Là, à ce moment-là, comment tu te sens? OK, tu te sens comme ça, d'accord. Et puis, on essaie de comprendre, mais après, chaque personne est différente. Et donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui rejoint l'équipe, c'est un peu comme ça. Après, nous, on fonctionne beaucoup avec Gazer. Comment on pourrait définir ça? C'est un espace virtuel de travail. Donc, c'est un peu comme les Sims, tu vois. Donc, en gros, tu as ton avatar, tu as ton espace de travail. Et tu peux juste venir sur Gazer et puis tu vois s'il y a des gens. Et puis, si tu t'approches de quelqu'un, ça déclenche la caméra et puis tu peux papoter. Tu as des petites salles de réunion. Enfin, c'est vraiment comme les Sims. Donc, souvent, quand tu as un collaborateur qui rejoint, déjà, c'est la fête. Mais on va sur Gazer pour tout et pour rien. Et c'est un peu, le Gazer, c'est un peu comme quand tu vas prendre un café avec un collègue, tu vois. Et tu as plein d'outils. Par exemple, avec Lucie, ma collègue qui est aussi au marketing, on fait beaucoup de Pomodoro, tu sais, de sessions de Pomodoro. Je ne sais pas si tu connais la méthode. C'est trop bien. Mais tu vois, parce que depuis que je suis en full remote, je suis trop en mode, il faut que je sois productive. Parce que en fait, plus tôt j'ai fini, plus tôt je suis tranquille, encore une fois, tu vois. Et le mode de fonctionnement en Pomodoro, c'est une méthode de productivité. Et donc, c'est par session de 25 minutes. Tu bosses, donc de base, la méthode, c'est tu bosses 25 minutes et tu fais 5 minutes de pause. Tu rebosses 25 minutes, 5 minutes de pause et c'est des sessions intensives de travail
où tu dois définir tes tâches dans les 25 minutes. Et quoi qu'il arrive, tu fais tes 5 minutes de pause et tu reprends. Et ça, moi, j'aime bien ça parce que ça te permet de te rendre compte du temps que prend chaque tâche et surtout d'être vraiment, pendant ces 25 minutes-là, tu fais du deep work. Tu sais, tu n'as pas de distraction, tu réponds pas au Slack, tu regardes pas ton téléphone, juste tu fais ta tâche. Quand ta minuterie, elle sonne, il faut que tu aies terminé. J'imagine, du coup, vous parlez pas, vous êtes en mode deep work. Non, ouais. D'accord. Donc, en fait, sur Gazer, c'est un peu comme les Sims. Et après, tu as plein d'applications qui viennent se D'accord. greffer à ton petit Ok. monde, en fait. Ouais. Et ouais, nous, on faisait le Pomodoro. On appelle ça d'ailleurs le Pomo-Visio. Après, c'est OK si c'est pas terminé dans les 25 minutes. Mais au moins, tu vois, tu te dis, bah, tu vois, ce truc-là, je pensais que ça me prendrait 25 minutes. Tu te rends compte que ça me prend 2 Pomodoro. Donc, ça me prend 1 heure. Mais du coup, c'est 4 sessions. Donc, 4 fois 25 minutes avec 5 minutes de pause. Et après, tu as une demi-heure de pause. Parce que sinon, tu vois pas le temps passer. En 1 heure, moi, des fois, ça m'arrive quand je fais pas ça. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 1 heure? La sensation que quand tu es à distance, tu dois encore plus montrer que tu es efficace, que tu es productif, que tu avances dans ton travail parce que les gens ne voient pas quand tu travailles. Ton manager, il ne voit pas si tu es vraiment en train de travailler ou si tu n'as rien foutu de la journée. Des fois, par exemple, il y a des journées, je ne suis pas du tout efficace. J'arrive pas, il y a des moments, j'y arrive pas. Juste, moi, ça m'arrivait souvent, juste après manger, tu sais, la demi-heure, là, c'est horrible, mais il n'y a rien de pire. Mais juste, va faire une sieste, reviens dans une demi-heure, quoi. Et puis, tu sais, tout le monde revient au bureau, tout le monde s'installe, tout le monde commence à bosser, alors que tu sais très bien que personne n'est focus, que tout le monde a envie de dormir parce que même le café, il n'a pas fonctionné. Voilà, et juste, tu perds ton temps et tu te dis, mais cette demi-heure-là, mais juste laisse-moi faire une sieste et je fais une demi-heure de plus ce soir, mais que ça serve à quelque chose. Et tu vois, ça, c'est un des gros avantages du full remote, c'est que quand tu n'as pas d'horaire de travail comme moi, tu t'écoutes beaucoup plus. C'est tellement moins violent, tu vois, j'en parlais. Donc, mon copain a quitté son CDI, il s'est mis en freelance pour pouvoir me suivre. Et on se disait, on est beaucoup moins fatigué. Parce qu'en fait, lui, quand il était du coup en CDI, bah, moi, je me calquais sur ses horaires, je faisais des horaires de bureau. Bah, quand il se réveillait, je me réveillais, je commençais ma journée. Aujourd'hui, bah, on n'a plus d'horaire et du coup, on fonctionne sur par rapport à notre organisme. Si hier, je me suis couchée tard, bah, ça ne sert à rien que je mette mon réveil tôt parce que juste, je vais bâiller pendant 2 heures. Donc, autant que je le mette 2 heures plus tard et que je réadapte ma journée. Tu gagnes tellement de points de vie, tu sais, à t'écouter, genre juste de pas te faire violence comme ça tous les jours. J'ai un magazine d'ailleurs que je lis en ce moment qui traite justement de s'écouter et même de manger ou de boire un café ou mais même l'alimentation ou même en général tes activités, de vraiment t'écouter. Et c'est vrai que je ne l'avais pas conscientisé avec le travail. Maintenant, je remarque que je suis moins fatiguée moi aussi, mais j'avais pas conscientisé ça avant que tu en parles. Très souvent, tu sais, en fin de journée, tu vois, il est 17h30, 18h, tu es au bureau, tu as passé toute ta journée, alors avec plein de sujets, avec l'open space, avec les gens, puis tu as l'impression de ne pas avoir progressé, pas avoir avancé non plus, parce que tu vois, tu participes dans les discussions, tu fais plein de trucs à la fois, les gens viennent te chercher, viennent te parler, etc. Et c'est vrai qu'à la fin, tu rentres, j'étais lessivée, j'étais fatiguée, mais une fatigue hyper intense. T'as même plus envie d'aller au sport, t'as même plus envie de faire quoi que ce soit. Tu t'affales dans le canapé, t'appelles tes copines, tu regardes un truc, mais c'est vrai que maintenant, 18h, 19h, je suis toujours hyper motivée à aller au sport. Je fais 1 heure de sport j'y pars à 19h. Jusqu'à 20h, 20h30, ça m'arrivait jamais. C'est le full Tu gagnes remote, des c'est points de l'effet full vie. remote. Tu gagnes des points de vie parce que tu es moins fatigué, mais aussi parce que tu peux faire d'autres choses, du sport, ou d'autres activités à côté, aller marcher. Les week-ends, je les attendais avec impatience parce que j'avais hyper besoin de me déconnecter. Je ne voulais pas entendre parler de travail pendant ces 2 jours. Je dormais. Juste le matin, je dormais. Et maintenant, j'arrive plus à dormir le matin. Je me réveille à la même heure que la semaine. Ça, d'ailleurs, j'avais regardé une émission qui disait que c'était beaucoup moins fatigant pour ton organisme de te réveiller toute la semaine à la même heure plutôt que de te réveiller 3 heures après le week-end parce que du coup, ton corps, il comprend pas en fait pourquoi ce jour-là, il se réveille plus tard. Et bah, par exemple, ce week-end, j'ai travaillé. Ça me dérange pas. Alors après, je pense que c'est propre à chacun, mais j'ai plus du tout, moi en tout cas, je ressens plus forcément le besoin de séparer ma vie pro et ma vie perso, alors qu'avant, j'étais l'extrême opposé. Je ne voulais pas entendre parler d'un collègue quand j'étais rentrée chez moi. Je ne voulais pas entendre parler du travail le week-end. Parce que juste, j'avais besoin de déconnecter en fait. Et maintenant, et d'ailleurs, c'est drôle parce que du coup, je suis arrivée à Maurice
parce que j'ai une collègue qui habite l'île Maurice. Et du coup, littéralement, on passe tout notre temps ensemble. Et en fait, j'ai pas du tout la même relation au travail que j'avais avant. Parce que, en fait, ça fait partie intégrante de ma vie. C'est plus deux cases différentes, c'est une seule et même chose qui est au service l'une de l'autre. Bah, peut-être là, je vais avoir un gros truc sur le côté pro. Bah, c'est OK parce que je sais que si un jour j'ai un gros truc côté perso, bah, ce sera aussi flexible en fait. Et c'est tellement plus facile à gérer quand tu gères ça comme une seule et même entité et pas deux choses que tu dois sans cesse contraindre l'un pour l'autre et inversement en fait. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui dit, ouais, mais moi, en remote, j'ai besoin vraiment, encore plus que jamais, de faire la séparation vie pro, vie perso, Ouais. parce que sinon, tu vois, c'est un coup, est-ce que je me laisse dépasser, et est-ce que mon travail prenne trop de place dans ma Ouais. vie? Mais ça, c'est peut-être quand tu as des enfants, je me dis, je sais pas. Ben, c'est ce que en fait, je sais pas, mais effectivement, j'ai déjà eu cette conversation avec des gens qui sont en remote aussi et qui me disaient justement l'inverse de ce que moi je ressens. Et peut-être que c'est lié à la parentalité où tu te dis, bah, j'ai une vie de famille et je me dois d'être activement présent pour mes enfants quand ils sont là. En fait, c'est encore une fois, c'est moi aujourd'hui, j'ai pas de contraintes dans ma vie. Ma vie, elle engage que moi et à la limite mon copain. Demain, si j'ai des enfants, bah forcément, quand eux, ils rentrent de l'école, bah, je vais m'arranger. En fait, ça me rajoute une contrainte. C'est un peu comme quand mon copain il était en CDI en présentiel, ça me rajoutait une contrainte parce que je me disais, bah, je vais faire les mêmes horaires que lui, comme ça, quand il rentre, on est ensemble, parce que sinon, c'est bête. Et bah, les enfants, c'est pareil. Je pense que peut-être que c'est ces gens-là qui ont vraiment besoin de mettre des barrières. Et par contre, tu vois, c'est marrant parce que tu as dit, oui, il y a des gens comme toi qui disent j'adore mon boulot et du coup, ça ne me dérange pas de travailler le week-end. Et tu vois, ça me rappelle que je déteste les gens qui disent ça. En fait, j'aime pas, je trouve que ça fait énormément cliché de dire j'adore mon travail, je ne compte pas mes heures, je travaille le week-end. Je déteste, je trouve que ça sonne très faux, tu sais. Ça sonne très lèche-cul. Tu sais, je veux pas pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas dans cette situation que ça sonne bullshit. Dans la nouvelle génération, on a un autre rapport au travail qui fait que ton travail, c'est plus simplement un moyen de payer ton loyer, de manger, mais on a besoin de sens. C'est pas que j'adore mon travail, c'est que mon travail fait sens. Ça a du sens pour moi ce que je fais. Je comprends pourquoi je le fais et j'ai l'impression de remplir une bonne mission en faisant ça. J'adore pas écrire des articles de blog, faire du netlinking, changer les balisages d'un site. Enfin, on va pas se mentir, on s'en fout de ça. Mais ce que j'aime, c'est la mission qu'il y a derrière ça et c'est le fait que c'est en faisant ces tâches-là que ma boîte va gagner, elle va être connue, avoir de plus en plus de clients, qu'on va porter tous ensemble le projet de la boîte. Comment tu penses que ta boîte a réussi à te transmettre cet engagement et cette culture est-ce que ça a été important pour eux? Est-ce qu'ils t'ont partagé leur mission? Moi, avant de rejoindre la boîte, donc pour être plus précis, c'est un outil d'intelligence artificielle qui sert pour faire le référencement des sites internet. Donc en gros, ça te permet de rédiger tes textes que tu vas mettre sur ton site web et qui vont permettre à ton site de se référencer. Donc juste pour la petite histoire, moi, l'outil, je l'avais testé avant qu'il soit commercialisé. Ils avaient besoin de gens qui faisaient du SEO pour justement faire des retours et dire mettez telle fonctionnalité, pensez à ci, pensez à ça, avant de pouvoir vendre le produit. Et donc je l'avais testé à l'époque, je n'ai même pas encore commencé à travailler en agence marketing. Et donc, si tu veux, j'ai un peu une histoire avec le produit. De base, moi, et d'ailleurs, c'est trop drôle parce que j'ai retrouvé la conversation LinkedIn, ma toute première conversation LinkedIn avec mon patron actuel, du coup. Et tu vois, j'étais à fond, tu vois, le produit, je disais, mais faites ci, faites ça et tout. J'aurais arrêté pas d'envoyer des petits messages au customer support, tu sais, pour donner des idées de fonctionnalités. Ouais. Trop drôle. Et d'ailleurs, pour l'anecdote aussi, donc j'ai retrouvé dans le dashboard le user 49 de l'outil. C'était toi? C'est moi, ouais. Et du coup, je trouve ça excellent. Et comme quoi, encore une fois, vous voyez, Célim, il m'avait juste envoyé un petit message sur LinkedIn. Bonjour, je vois que vous faites du SEO. Est-ce que vous pouvez tester notre outil? J'aurais pu lui dire qu'il aille se faire voir. Et comme quoi, des fois, c'est bon d'être gentil avec les gens et de prendre du temps pour leur répondre. Parce que tu sais pas sur ta route ce qui se passe. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre ça. Franchement, les gens ne sont pas tous Camille. Et donc, bref, et tout ça pour dire que du coup, moi, j'étais déjà
convaincu par le produit. En tout cas, aimer ce que tu vends ou que ça fasse sens pour toi ce que tu vends, ça aide à être embarqué dans l'aventure. Tu vois, en étant en full remote, il faut quand même que tu trouves ce sens et que tu sois épanoui et que tu aimes ce que tu fais. Sinon, en full remote, ça peut vite être compliqué, dans le sens où c'est la fondatrice de The Growth Hiring qui avait publié un article, je crois, enfin un post sur LinkedIn là-dessus. Et elle disait, heureusement que j'aime ce que je fais et ma boîte, sinon rentrer de ta pause que tu as faite à la plage, sinon tu retournes pas au boulot en fait. Enfin, si t'es comme ça à la plage et que en fait tu dois retourner au travail, si t'aimes pas un minimum ce que tu fais, c'est compliqué. Et du coup, je pense qu'il y a une part de responsabilité de l'employeur ou du manager de fédérer autour de son projet d'entreprise, tu sais, la motivation intrinsèque et extrinsèque. Un peu en mode, avant, tout ce qui comptait, c'était on va faire du business dans tel ou tel secteur d'activité. Et puis, si tu remplis tes objectifs, tu auras telle prime. Beaucoup de motivation extrinsèque au final. Le propre du full remote, c'est que ça repose sur la motivation intrinsèque. En tout cas, moi, mon expérience que j'ai du full remote, je le fais et je suis motivée à faire mon travail parce que on me fait confiance, parce que je reçois énormément de confiance et de flexibilité de la part de mes employeurs. Donc, ça me donne envie d'encore plus leur donner en retour pour leur montrer que ils sont dignes de cette confiance et que je ne vais pas les décevoir. Et en même temps, ils ont su m'embarquer. Moi, mes deux boss, c'est deux ingénieurs, en gros des geeks qui ont créé un outil d'intelligence artificielle qui avait besoin de gens pour le marketer, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Ouais. On est plus d'une dizaine dans la boîte maintenant. Ça veut dire que eux, de base, ils étaient deux à avoir une idée. Ils ont quand même réussi avec des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés en physique. J'ai quand même bossé plus de 2 mois pour la boîte sans jamais avoir rencontré personne. Et j'étais super motivée et j'avais trop envie, alors qu'en vrai, je les avais jamais vus. Enfin, tu vois, c'est fort quand même. Justement, comment ils ont fait? Donc là, tu parles de... Je suis en train de prendre des notes en même temps. Tu parles de confiance. Déjà, c'est un premier concept important pour nous. La confiance, comment est-ce que tu as senti qu'ils te faisaient confiance? Il y a souvent la phrase « la confiance n'empêche pas le contrôle ». Moi, je déteste, je ne vais pas dire je déteste le contrôle, je trouve que ça me donne l'effet inverse, tu vois. Trop de contrôle, tue la confiance en fait, tout simplement. En fait, moi, on m'a dit « Camille, toi, tu sais faire du référencement, nous, on veut du référencement, viens, on se fixe des objectifs ». On se dit qu'on essaie d'en arriver là dans tant de temps, allons-y. Par exemple, la grosse mise à jour de Google il y a quelques semaines, énorme chute de trafic. Énorme chute de trafic, pour te dire, c'est comme si on est revenu avant que j'intègre la boîte. T'imagines, genre, c'est super grave en vrai. C'est pas grave, Camille. On est une start-up et qu'on apprend, en fait. J'ai l'impression que c'est OK, on te fixe des objectifs. La mission que tu dois remplir dans la boîte est claire. C'est-à-dire que si tu nous rejoins, c'est pour cette mission-là. Donc, la mission, ce qu'ils attendent de toi est clair. Ils te donnent un peu carte blanche pour y arriver. C'est à toi de proposer un plan d'action. Ils ont compris que y a des choses, c'est pas une science exacte. Il y a des méthodes pour référencer un site web. Il y a des indicateurs que tu peux suivre. Mais au final, les indicateurs, tu leur fais dire ce que tu veux. Hein. Moi, si je voulais, je pourrais même peut-être faire croire qu'on est en bonne voie alors qu'on vient de se prendre un énorme truc pas bon. Ce qu'ils ont compris, c'est que on grandit ensemble aussi, tu vois. On préfère passer 2 semaines à tester des nouvelles choses plutôt que de s'enfermer dans des méthodes traditionnelles, parce que c'est peut-être en testant, en perdant 2 semaines à tester des trucs qu'on va gagner 6 mois. Tu vois, et c'est pour ça, en fait, que c'est pas grave qu'on ait perdu. Déjà, tu es tellement plus serein dans ta boîte et t'oses plus. Et c'est en osant ces choses-là que tu vas peut-être gagner beaucoup plus de temps sur tes process et sur tes chiffres. Si je m'étais pris une énorme engueulade par rapport à ce qui s'est passé, j'aurais peut-être eu peur après. Je me serais dit, OK, c'est pas grave, je vais faire un truc, je sais que ça marche, je vais juste faire ça, on va augmenter tout doucement et puis peut-être dans 3 ans, on en sera là où on veut, mais au moins, je suis sûre. Et il ne va pas te contrôler non plus. Ça veut dire qu'il ne va pas t'appeler toutes les heures pour voir où tu en es. Comment est-ce qu'il sait où est-ce que tu en es? Si vous êtes en asynchrone, comment vous faites? Ouais, alors du coup, on fonctionne beaucoup avec Asana. Donc, c'est un outil de gestion de projet. En fait, on a des réseaux sociaux, etc. Mais on a aussi des projets beaucoup plus court terme. Par exemple, là, il y a peu de temps, on a changé un petit peu de positionnement au niveau de notre produit. On a fait évoluer le produit. Donc, on a dû repositionner côté marketing. Donc, c'était un petit projet. Donc, tu as des longs projets long terme, peut-être sur 1 an. Puis, tu as des tout petits projets qui viennent se greffer où des fois, tu n'as pas tout le monde. Par exemple, j'ai un projet juste avec mon patron et moi.
on est à 2 dessus. C'est super bien fait, Asana. Tu as les participants, tu as la durée. Tu peux même mettre des petites alertes quand tu vois que le projet est en retard. Enfin, c'est super facile de traquer avec ça. Donc ça, c'est pour traquer l'avancement. Que ça soit à la fois pour le full remote ou pour, tu vois, le mode de fonctionnement en startup, c'est qu'il ne faut pas trop chercher à s'enfermer dans un cadre, je trouve. Parce que, par exemple, si je dis mon projet, il faut que je l'ai terminé le 31 mars, mais qu'au final, si je rajoute 15 jours, le truc peut être carrément mieux fait, bah, c'est OK, tu vois. Alors que si j'avais un boss qui m'aboyait dessus sur les deadlines, bah, je l'aurais mal fait, mais je l'aurais terminé en temps et en heure. Quand un boss décide de mettre sa boîte en remote ou en full remote, je pense qu'il y a beaucoup de patrons qui le font parce qu'ils ont peur de perdre leurs collaborateurs et qu'ils voient que le monde du travail évolue et qu'ils se sentent obligés de faire ça pour garder leurs salariés. Il n'y a rien de pire que ça. Par exemple, moi, j'ai eu un patron, c'est pas de sa faute, il n'arrivait pas à... Parce que lui-même, quand il était en télétravail, il n'était pas efficace. C'était quelqu'un pour qui ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas si il ne concevait pas que ça fonctionne pour certaines personnes ou si juste il avait peur, mais il était tout le temps dans le contrôle, mais pas le contrôle direct, le contrôle déguisé. Et ça, il n'y a rien de pire. On te donne l'impression qu'on te fait confiance, mais tu le ressens très bien que tu es fliqué derrière. Par exemple, vous pouvez t'appeler à n'importe quel moment, comme ça, sans prévenir. Vérifier que il n'y avait pas des bruits ambiants autour de toi. Est-ce que tu étais bien chez toi en train de bosser, tu vois? C'est insupportable, ça. Ça, c'est insupportable. Ouais. Et il avait vraiment, à moins qu'il a vraiment quelque chose à te demander de urgent qui nécessite un coup de téléphone, parce qu'en plus, tu n'appelles pas, tu envoies un mail ou tu envoies un Teams, mais tu appelles Voilà. rarement une personne si c'est pas urgent, tu vois. Et tu vois, ça, c'est un autre truc, mais on fait le moins possible de réunions chez ma copie. Tout ce qui n'est pas indispensable d'être traité à l'oral, est traité à l'écrit. Des fois, tu sais plus, tu te dis, attends, on a parlé de ça la semaine dernière, qu'est-ce qu'on s'est dit? Si tu n'as pas pris des bonnes notes ou que, tu vois, bah là, c'est un vocal, tu le réécoutes, ok, c'est bon, ou tu l'as écrit par... chez mon premier boss, il est 19h30. Chez moi, il est 15h30. Chez mon deuxième boss, il est 13h30. Donc, bah, tu es obligé à un moment donné, lui, là, il est en train de manger son repas du soir, l'autre, il est en train de manger son repas du midi, et moi, je suis en plein après-midi en train de discuter avec toi. Tu es obligé de trouver des méthodes de communication qui, sinon, c'est impossible de réunir tout le monde, en fait. Ouais, et tu penses que ça marche, toi, t'en penses quoi? Ça marche bien, ça marche mieux, c'est pareil? Mieux, pour moi, en tout cas. Moi, il y avait un truc qui me pesait quand j'étais en présentiel. Tu es sans cesse interrompu. Quand tu dois faire des tâches productives, quand tu es dans l'exécution, c'est super inadapté d'être dans un bureau avec d'autres gens. J'en arrivais à un point où ça me tapait sur le système. Oui. Vraiment, ça m'agaçait profondément. Ouais. J'étais énervée, tu vois, parce que des fois, je rentrais chez moi et je me disais, mais punaise, c'est quand même pas compliqué. J'avais 3 trucs à faire. C'était ça. Si je m'y étais mis, ça me prenait 3 heures. J'ai passé une journée complète et je ne l'ai pas terminée, quoi. Parler d'un truc, mais la culture de l'écrit, déjà la première question que j'ai, c'est est-ce que vous faites comme Alan, justement, parce que c'est Alan qui fait ça, ils ont des issues. Pour chaque décision que chacun doit prendre, la personne, le collaborateur doit ouvrir une issue. Dans cette issue-là, il tag toutes les personnes qui sont concernées, il expose le problème, il laisse les gens répondre, parler, débattre. Et bien sûr, si dans l'issue, tu as besoin d'entendre quelqu'un de manière synchrone, tu peux mettre une réunion parce que des fois, c'est plus simple. Mais par contre, ce qui s'est dit à la réunion doit être mis dans le compte-rendu dans un commentaire. Et une fois que, OK, la décision est prise, c'est celui qui a ouvert l'issue qui doit fermer l'issue comme clos. Donc, c'est-à-dire que la décision a été prise et ils mettent dans l'introduction donc visible de tout le monde, de manière très rapide, en un coup d'œil sur toutes les issues, ils mettent la synthèse, le problème et qu'est-ce qui a été décidé. Est-ce que vous faites ce genre de choses ou pas? Je pense qu'on n'en est pas à ce niveau-là de process. Alors, soit c'est traité directement sur la tâche Asana, tu sais, donc tu as ta tâche, sortir 700 pages sur tel mot-clé. Bon, bah, soit tu vas brainstormer directement sur la tâche, donc tu as les commentaires en dessous, tu peux taguer les gens et tout. Sur les grosses réunions, on fait aussi des comptes rendus Slack. Donc, en fait, on a plein de channels, franchement, je les compte même plus. On a tellement de channels Slack, mais tu vois, c'est trop bien. Je suis sûre qu'il y a plein de boîtes qui les sous-exploitent parce que du coup, on a des channels très spécifiques. Ça veut dire quand tu cherches quelque chose, tu sais exactement où aller. Tu vois, on n'a pas un channel marketing, un channel sales. On a un channel réseaux sociaux, voire LinkedIn, SEO landing page,
SEO, blog. Enfin, tu vois, c'est très, très filtré. Ce qui fait que déjà, tu ne prends pas un temps fou à chercher les infos. Et quand tu as des comptes rendus ou des milestones, tu peux épingler directement le message à une conversation Slack. Ce qui fait que la personne suivante qui arrive sur la conversation pour se mettre à jour, elle a toutes les infos dans le message épinglé, tu sais. Donc, tu t'assures que personne rate le truc. Je crois que c'est le CEO de Slide qui est pareil, un service un peu comme Notion. Je ne l'ai pas encore creusé l'outil, mais il a l'air vraiment bien. C'est lui qui disait que, en fait, pareil, il a plusieurs canaux, mais eux, ils ont des canaux, par exemple, en dehors du boulot, Ouais. la reconnaissance, tu vois, comme Ouais. ça, il y a tout le monde. Et dès que quelqu'un fait un truc cool ou bien ou waouh, surprenant ou une vente, eh ben, tout le monde est notifié et la personne est Ouais. identifiée, tu vois. Vous avez Ouais, ça aussi? c'est exactement ça. Là, par exemple, on a le canal Wins qui est actif aujourd'hui parce qu'on a signé un super contrat avec ma collègue. Non. Bon, bah, tout de suite, mais ça aurait pu être moi que j'aurais pu mettre le message moi-même, mais c'est mon boss qui l'a fait en disant bah, bravo Camille, Lucie, vous avez fait ci, ça, bravo et tout. Et donc, tu as tout le monde qui met des petits emojis et tout. Et franchement, ça me paraît tellement bête, mais tu vois, c'est tellement important, vraiment, juste de la reconnaissance. Mais vraiment, on s'en fout de si c'est un énorme truc ou juste un mini truc. Il y a vraiment, c'est tellement le cercle vertueux de dire merci, de dire bravo et de célébrer. Franchement, mais je suis sûre que tu gagnes 10 ans de vie à juste être heureux pour un tout et à rien, tu vois. Et Lucie, ma collègue, elle est trop, trop forte là-dessus. Je lui disais justement, elle a la célébration facile. Ouais. Et ça te change tellement ton mode tu sais, de juste tout célébrer. En tout cas, ça arrive dans certaines boîtes, tu as beaucoup de compétition où, tu vois, ça va être à qui va évoluer le premier, à qui va se faire le mieux, va être le mieux vu dans la boîte pour avoir tel ou tel poste. J'ai pas du tout ce ressenti dans la boîte pour laquelle je travaille aujourd'hui. Ouais, ça dépend des gens. Ouais, il y a des gens qui sont très compétiteurs. Alors après, tu es plus ou moins à l'aise dans ces différents environnements. En fonction de toi, comment tu es aussi, c'est clair. En tout cas, moi, si j'avais rencontré chacun de mes collègues dans ma vie, dans la rue, n'importe où, ça aurait pu être des amis. On a le même mode de fonctionnement, hein, on est dans le même mood, tu vois. Et ça, c'est super fort pour la cohésion. Et tu vois, tu parlais des channels aussi qui sont un peu hors du travail. Donc, nous, du fait qu'on est en asynchrone, il y en a beaucoup qui voyagent. Et donc, on a le channel Mark Abroad, par exemple, où là, on envoie nos photos de paysages à couper le souffle. Et tu vois, ça, c'est trop cool aussi. Et c'est un truc que j'aurais pas fait dans mes anciens... Séparer ma vie pro et ma vie perso, tu vois, avant, j'aurais pas envoyé. Et aujourd'hui, ça me semble beaucoup plus naturel parce que je sais que tout le monde est dans ce mood-là de voyage, de partager des petites anecdotes de vie et c'est trop bien. Et je reviens sur les victoires. Quand tu es sur site, tu vas pas mettre la fanfare, que tout le monde soit au courant, aller voir ton manager et lui dire ça parce que lui, il est en réunion, il est occupé. Alors qu'en fait, je trouve que sur le Slack, tu parles et au moins tout le monde a le temps de voir, a le temps de prendre connaissance de ce que tu as pu faire. Et du coup, c'est en asynchrone, ça permet aussi que tout le monde soit au courant, ou en tout cas que beaucoup de gens soient au courant. Et je trouve que ça, c'est trop bien. Alors que si tu étais au bureau, tu resterais peut-être dans ton coin ou tu vois. Ouais, et puis tu as l'impression de moins déranger. Tu te dis, bon, bah, je fais un petit message Slack, celui qui est occupé, de toute façon, il n'aura pas la notif. Ouais. Après, ça me manque quand même un peu de, tu vois, péter un câble au bureau et vraiment prendre mon collègue dans les bras parce que j'ai réussi à faire un truc de fou, tu vois. Finalement, je suis toute seule en train de le faire chez moi. Donc, c'est un peu, tu vois, il y a des pour et des contre, tu vois. Ces moments où tu pètes un peu un câble, comme tu dis, il y a plusieurs meetings qui sont organisés dans l'année, où là, du coup, effectivement, on ne se voit pas tous les jours. Par contre, on va faire 3-4 jours non-stop ensemble. C'est que du plaisir, tu vois. Ouais. Et vous faites ça, vous travaillez en même temps? Ça veut dire que pendant 3-4 jours? Non, vous ne travaillez pas? Voilà, justement, c'est que du plaisir. Justement, on s'est dit que pour les prochains, en fait, on fait une grosse réunion tous les trimestres, tu sais, objectif atteint, objectif à venir. Et on s'est dit, en fait, ça, on devrait carrément les faire en présentiel parce que c'est le moment où tu as le plus de petites victoires à fêter, tu sais. Chacun, il va de sa petite victoire et c'est sympa. Et du coup, on s'est dit que ces meetings-là, on devrait se les garder pour quand on se voit parce que c'est plus sympa. Finalement, quand vous voyez, Voilà. vous ne travaillez pas et en fait, les projets ou toute la boîte est en pause, en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'au final, du coup, tu chéris encore plus les moments où tu es avec les gens
Parce que tu sais que ça sert à rien. En fait, à quoi bon se voir si c'est juste pour être chacun sur notre ordi en train de faire nos tâches habituelles, tu vois. Juste quand on se voit, on profite de se voir, donc de faire des choses qu'on ne peut pas faire quand on est à distance et on garde les tâches productives pour quand on est chacun de notre côté, tu vois. Chez Marc Copy, on n'a pas de bureau, mais par contre, quand en septembre, là, je me sentais moins productive chez moi, bah, on m'a juste dit go, va dans un coworking, va dans un café. Et tu vois, il y a quand même des solutions qui sont proposées par l'entreprise parce que effectivement, du coup, je pense que mes patrons veulent quand même avant tout recruter des gens qui sont faits pour le full remote, en tout cas aujourd'hui. Bah, ça arrive que même si tu aimes le full remote à un instant T, bah, tu as un coup de mou ou une baisse de productivité et que tu as besoin aussi de. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé 2 fois, où vraiment des semaines où tu es en mode tu n'y arrives pas. Et il n'y a que moi, en tout cas, il n'y a que en changeant d'environnement, juste je ne bosse pas de chez moi cette semaine-là, je vais dans un café ou dans un coworking où j'arrive à, tu vois, à me remettre vraiment dedans. Après, ton boss, il est jeune, il a 25 ans, si je ne me trompe pas. C'est tellement jeune. Du coup, il a aussi c'est un peu la nouvelle génération aussi de gens qui vont leader des équipes. Et tu vois, c'est différent de boîtes qui peuvent avoir un manager, peut-être pas de cette génération. Donc, c'est peut-être plus facile pour eux de faire confiance. Je sais pas, mais c'est ce que je me dis. Je pense aussi que c'est lié, tu vois, mon ancien patron n'était pas bon, enfin n'arrivait pas à télétravailler. Mes boss actuels, ils sont faits pour ça. Enfin, je pense en tout cas. Ouais. Comme ça fonctionne pour eux, c'est beaucoup plus facile de comprendre que ça fonctionne pour d'autres. Du coup, bah, les jeunes ne veulent plus travailler. Lol. Tu sais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une phrase de boomer. C'est pas que les jeunes, ils veulent plus travailler, c'est que les jeunes, ils veulent plus être esclaves de leur travail. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins prêt à faire des sacrifices pour un employeur ou pour trouver un travail que ce qu'on était prêt à une époque, que nos grands-parents ou nos parents auraient fait. Avant, on déménageait à Paris pour trouver du boulot. Aujourd'hui et demain, je pense que ça va devenir de plus en plus une minorité. Peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. On veut que notre travail soit au service de la vie qu'on veut mener. Tu vois, exemple avec moi qui souhaitais vivre à l'étranger et voyager. Bah voilà, j'avais cet objectif-là qui est un objectif personnel et je me suis demandé comment je pouvais atteindre cet objectif personnel tout en faisant carrière. Mais du coup, c'est comme ça que le full remote s'est imposé comme la solution. Donc, je ne pense pas que les jeunes ne veulent plus travailler. Je pense que les jeunes veulent travailler différemment. Je ne veux pas juste un travail alimentaire. Je veux comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais. Et ouais, le pourquoi, tu vois, le pourquoi est hyper important et encore plus aujourd'hui. J'étais plus trop bien dans mon précédent travail. Et du coup, je cherchais un peu des moyens de pouvoir me sortir de cet environnement et changer. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une proposition avec Marc Copy. Et donc, tu vois, je me dis, bon, j'étais pas bien. Je me suis mise en mouvement, en action pour pouvoir trouver autre chose. J'ai trouvé autre chose. Je suis prête à signer. Et ma mère, elle me dit, quoi? Mais tu vas pas quitter un CDI? Ma mère, elle est employée à la Société Générale depuis la sortie de ses études. Ils l'ont recrutée directement à ses études. Elle a fait toute sa carrière là et elle ne changera pas d'employeur. Et donc, pour elle, même si, tu vois, j'étais pas 100% bien dans mon travail, ben, tu vois, ça lui semblait moins risqué de prendre sur moi et de rester dans ça plutôt que de juste dire je m'en vais et de signer de l'autre côté. Alors que tout était prêt de l'autre côté, en fait. Donc, au final, le risque était vraiment minime, mais c'est juste que c'est tellement pas dans sa mentalité de changer d'employeur qu'elle ne le concevait pas, tu vois. Et j'ai l'autre anecdote, c'est avec ma grand-mère. Et donc, c'est encore plus drôle parce que du coup, la différence, elle est encore plus frappante. Donc, elle a 89 ans. Ça faisait donc plus de 2 mois que je travaillais pour Marc Copy sans les avoir jamais rencontrés. Et puis, tu sais, elle me dit, donc déjà, elle comprend rien. Je lui dis que je fais du SEO sur Google, je l'ai perdu. Enfin, tu vois, c'est très, très compliqué. Et donc, maintenant, je lui dis que je fais ça pour une start-up dans la tech, dans l'IA. Ouais, bah, pauvre mamie, quoi, pour un SaaS. À son époque, les ordinateurs ne passaient pas dans la porte. Les ordinateurs étaient tellement gros qu'il fallait les démonter.
Mais oui, Ça, c'est et attends, l'époque de ta grand-mère. mais attends, pire que ça, ma grand-mère, elle avait 7 ans quand c'était la Seconde Guerre mondiale. Elle allait courir au fond de son jardin dans les bunkers, se réfugier quand il y avait des... Tu sais, nous, on est du Nord, donc il y avait l'invasion allemande. Des fois, je me dis, waouh, mais tu te rends compte, sa réalité est la mienne. Attends, mais moi, mon seul problème, c'est de savoir où est-ce que je vais aller habiter dans 6 mois. Parce que mon job, il me permet de bosser depuis Maurice. Elle, mais c'est complètement mais en dehors de sa réalité. Rien que le fait qu'elle puisse discuter avec moi en caméra, alors que je suis à Maurice et qu'elle est à Lille, quoi. Et je me dis, mais... je n'avais jamais rencontré mes boss ni personne, mes collègues. Et on avait un meeting, justement, tous ensemble à Amsterdam. Et puis, je vais la voir avant le meeting. Elle me dit, bon, Camille, je voulais discuter un petit peu avec toi. Je voulais te dire quand même, moi, je pense que c'est une arnaque. Hein, je pense. Elle me dit, fais attention. En plus, à Amsterdam, il y a la drogue. Si ça se trouve, c'est une arnaque. Et tu vois, et c'était drôle parce que, et en même temps, c'était possible, tu vois. Enfin, c'est pas aberrant non plus que ça soit une arnaque, mais tu vois, c'est justement avec des médias comme le tien. Tu vois, moi, j'essaie de faire un peu de post LinkedIn qui vont dans ce sens-là aussi. Avec la génération, déjà notre génération, plus la génération qui arrive sur le marché du travail, on va de plus en plus aller dans ces modes de fonctionnement beaucoup plus flexibles. Et je me demande même si on ne va pas, tu sais, de plus en plus aller vers un genre de freelancing général, tu sais, dans le mode de fonctionnement où chacun se responsabilise et s'autodiscipline. Tu vois, à un moment donné, on entendait beaucoup parler de management horizontal, tout ça, tu sais. Tout le monde bosse ensemble comme une team et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui en reviennent un peu de ça. Et je trouve qu'en ce moment, on entend beaucoup parler du coup de travail à distance, avec aussi le Covid. Il y en a beaucoup. Pareil, il y en a beaucoup qui pensent que travailler en full remote, c'est comme travailler pendant le Covid, alors que ça n'a juste rien à voir. Le Covid, c'était un truc qui a été organisé au pied levé du jour au lendemain pour pas arrêter pour pas que toutes les entreprises ferment leurs portes. Quand la boîte a été pensée, tous les process et les outils, les modes de fonctionnement pour ça à la base, c'est beaucoup plus facile de t'adapter et tu le vis beaucoup mieux que ce qu'on a pu vivre pendant le Covid aussi. Comment ton employeur fait pour que tu bosses à l'étranger côté légal? Parce que tu dis qu'il n'y a pas de contraintes. Alors, l'île Maurice, c'est en France? Non, l'île Maurice, c'est pas la France. Ok, donc Mais en fait, tu as beaucoup de... Donc moi, j'ai un contrat français, un CDI français en télétravail. Et ensuite, pour pouvoir travailler de Maurice, c'est à moi de faire les démarches de visa et tout ça, parce que c'est moi qui choisis d'aller à Maurice. Tu vois, par exemple, sur l'île Maurice, tu as un visa digital nomade qui s'appelle le Premium Visa et qui est fait justement pour les gens qui sont salariés et qui peuvent travailler à distance. Donc après, c'est au collaborateur de faire les démarches de son côté selon le pays où il veut aller. Et par exemple, tu vois, pour l'île Maurice, en question fiscalité et tout ça, parce que normalement, si tu vis plus de 6 mois à l'étranger, tu n'as pas le droit d'être imposé en France ou tu n'es plus contribuable français, je crois. Par exemple, le visa à Maurice ne rentre pas dans cette catégorie-là. C'est un visa qui te permet d'être toujours contribuable français. Donc, tu vois, tu as certains pays où tu as des accords spécifiques, ou même si tu passes 1 an à Maurice, alors je ne connais pas le détail parce que ce n'est pas mon cas, je ne vais pas passer plus de 6 mois sur l'année civile. Mais en tout cas, tu as des pays où tu as des accords spécifiques où du coup, c'est plus facile. Engage à moins, quoi. Et tu parles tout à l'heure aussi de tout en faisant carrière en remote. Et il y a plein de gens, tu vois, qui ont peur de ça, le fait de plus être visible ou est-ce que tu peux vraiment, tu vois, créer du lien avec ton manager qui te fasse, tu vois, monter ou ton boss? L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai pas dû choisir entre le job dans lequel je veux faire carrière et le job que je peux obtenir en remote. Le job que j'ai aujourd'hui en remote, il fait totalement sens par rapport à une carrière que je pourrais avoir dans le marketing. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est complètement compatible. Et justement, je pense qu'en remote, même plutôt d'abord côté employeur, il y a tellement plus d'opportunités. Ça veut dire que maintenant, tu es patron d'une boîte, tu n'es plus obligé de te dire, bah, OK, ma boîte, elle est à Paris, je vais être obligé de recruter que les gens qui sont sur Paris ou par exemple moi sur Lille où tu as peut-être moins de monde. Ou alors, je vais devoir convaincre tel talent qui est à Montpellier de venir bosser sur Lille.
au final, tu peux te permettre d'avoir les meilleurs dans ta boîte parce que tu n'as déjà pas cette contrainte à les faire bouger. Après, côté employé, aujourd'hui, c'est peut-être tu limites, malheureusement, tu limites les opportunités parce que je pense qu'il n'y a encore pas assez de boîtes qui fonctionnent de cette manière. Et ça en revient un peu à ce qu'on disait au début, où des fois, ça peut être stratégique de te dire, bah, je fais une croix sur le full remote pour 2-3 ans, juste histoire de me lancer et d'installer ma crédibilité ou d'avoir un poste stratégique pour débuter et le projet remis à plus tard, quoi. Toi, tu es resté combien de temps en cabinet, justement? Moi, je suis restée 1 an et je pensais rester plus. Tu vois, il y a un autre truc, c'est que je me fixais dans ma tête qu'il fallait que je reste 1 an parce qu'il fallait que je fasse 1 an, gna, gna. Et avec le recul, c'est pas, enfin, tu vois, si j'étais partie avant, ça aurait pas été grave non plus parce que, en fait, j'ai appris plein de choses, mais j'ai aussi appris plein d'autres choses depuis que j'ai rejoint Marcopy. Je pense des fois, il faut juste se lâcher prise et dire, tu sais, il faut pas trop. Moi, tu vois, j'avais tendance à trop me dire non, il faut vraiment faire 1 an, sinon c'est mal vu et tout sur un CV. Non, bah, si ça va pas, si t'es plus bien, bah, change, en fait. Pourquoi tu vas t'enfermer dans un truc alors que tu peux avoir autre chose? Et moi, j'ai failli, je me souviens d'ailleurs, quand j'avais eu l'opportunité avec Marcopy, parce que c'était fait un peu par hasard au final. Et je m'étais dit, non, 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 bah non, parce que j'ai pas tout à fait fait 1 an, j'ai fait moins d'1 an. Et je m'étais dit, bah non, il faut que je repousse au maximum Marcopy parce que j'ai pas fait mes 1 an et tout, ça va pas du tout le faire. Et puis après, j'avais pas le choix parce que à un moment donné, chez Marc, ils m'ont dit, bah tu viens ou tu viens pas, mais on peut pas, voilà, nous on a besoin maintenant de toi. Et au final, j'ai tellement bien fait. Et tu vois, j'aurais pu faire cette erreur, quoi. Petite astuce pour agir quand tu as la flemme, ce serait quoi? Ouais, c'est dur, hein. Je pense que c'est peut-être l'un des plus durs, des trucs les plus durs quand tu es en remote. Moi, bon, déjà, quand j'ai la flemme, il faut que je le sais maintenant, il faut que je sorte. Enfin, ça sert à rien. Bon, déjà, ah oui, déjà, premier truc, quand j'ai la flemme, j'arrête. Je fais pas, en fait. Parce que avant, du coup, je me forçais, je me dis, allez, 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 allez. Je mettais 1 heure à faire un truc que je peux faire en 10 minutes, donc déjà, ça sert à rien. Donc, une fois que je me suis écoutée, si j'ai toujours la flemme, du coup, j'essaie de, tu sais, de changer de cadre de travail. Donc, soit je vais bosser chez ma collègue, dans un café, dans un cowork avec d'autres gens. Et sinon, je me fais moi-même mon schéma de récompense, tu sais. Donc, je me dis, bon, allez, qu'est-ce que j'ai hyper envie de faire? Moi, Maurice, par exemple, je pourrais avoir envie d'aller à la plage. Et donc je me donne ma petite récompense et puis je me dis, bah voilà, à 16h, je vais à la plage si j'ai terminé ci et ça. Et puis... Mais des fois, c'est dur, hein. Et franchement, ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec. Mais tu vois, ça aussi, quand tu as la flemme, parle-en. Après, je sais que dans toutes les boîtes, c'est pas. Tu vois, enfin, moi, clairement, c'est la seule boîte dans laquelle je pourrais oser dire que j'ai la flemme à mon patron. Mais je sais que ça m'avait beaucoup aidé de le verbaliser parce que eux sont exactement dans la même situation que toi. Eux aussi, c'est des humains qui bossent de chez eux et qui, des fois, n'arrivent pas à se motiver, n'arrivent pas à être productifs. Et le fait d'en parler, ça peut aider. Par exemple, Céline m'avait dit, fais-toi des tâches beaucoup plus petites. Moi, je me mettais dans mon Asana, je me mettais des trucs genre sortir 8 pages sur tel thème. Ouais, non, mais ça, c'est juste pas possible. En fait, il faut que tu dises. Ou même, tu vois, même une tâche, sortir une page de site web. Au lieu de mettre ça, tu mets benchmarker les pages existantes, écrire le texte de la page, rechercher les images. C'est con. Mais après, tu coches ces cases-là. Ouais, c'est pas à pas. Et tu as l'impression, tu te sens avancer, du coup, ça t'encourage. Et du coup, et puis, quand tu commences à bosser, que tu vois une tâche comme ça, forcément, tu as la flemme. Alors, quand tu vois des petits trucs, tu dis, allez, je fais 10 minutes. Et puis, ou tu vois, tu fais un pomodoro aussi. Vas-y, je me focus 25 minutes et je me prends mes 5 minutes de pause. Enfin, voilà. S'écouter, prendre une Pas se pause forcer. et Ouais. pas se forcer. Quand tu reviens, parce que tu as quand même des choses à faire, ben, c'est éventuellement, si tu as toujours un peu tu vois, la démotivation, c'est de changer de cadre de travail. Et puis, sinon, ce qui peut être testé peut-être avant de changer de cadre de travail aussi, ou en parallèle, ou même pendant que tu es dans un café, c'est de faire donc des sessions de travail de 25 minutes. Et donc ça nécessite que tu aies forcément des tâches moins importantes. Mais ça, c'est une vraie astuce intéressante, le fait de ne pas avoir une énorme tâche où quand tu vois, tu te dis, oh, ça va me prendre des plombes, et ça tu vois, finalement, tu la fais jamais. Et découper tes projets en sous-tâches, tu vois. Pour te faire, voilà, pour avoir la satisfaction d'avoir fait quelque chose, d'avoir au moins avancé vers l'objectif global, tu vois. Ouais. Et tu vois, cette vraie astuce, c'est Céline qui me l'a donnée. Ça veut dire que,
Et c'est pour ça, des fois, en parler, si le contexte le permet et l'environnement le permet, vraiment, même si c'est pas évident d'aller voir ton collègue ou ton manager en lui disant je suis désolée, en ce moment, j'arrive pas du tout à être productive. Mais le fait de le dire, tu vas recevoir de l'aide aussi et c'est là que tu peux trouver des petites astuces. C'est Ouais. con, mais j'aurais peut-être pas pensé à découper mes tâches s'il me l'avait pas dit. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est clair, c'est clair. Et puis, bah, ça montre que tu demandes du feedback, donc tu veux des solutions, donc tu veux t'améliorer Ouais. aussi. Tu restes pas, si tu Ouais. veux, dans une situation qui s'empêtre et puis, au bout d'un moment, tu décroches complètement, tu vois. Ouais, et tu vois, ça me fait penser à un autre truc dont on n'a pas parlé, mais c'est la transparence. Je trouve que c'est un élément hyper important quand tu es en full remote. Et ça en fait partie. Parce que du coup, j'imagine que Céline, quand je lui dis ça, il se dit, bah, au moins, elle a la transparence de me le dire. Par exemple, mon collègue, un des sales, là, demain, 9h30, il va arroser ses plantes. C'est trop con, mais c'est juste, tu sais, les gens, ils mettent leurs trucs dans leur planning, ça me fait trop rire. Par exemple, tu vois dentiste, tu vois. Et genre, les gens, ils utilisent le planning de la boîte comme leur planning. Moi, je fais Et, pas. et ça me fait trop rire parce que, tu sais, des fois, tu t'oses pas, tu te dis, non, attends, je vais peut-être, à la limite, tu mets genre off. Mais si c'est off, tu sais, dans certaines boîtes, tu n'oserais pas mettre que tu es off entre 15h30 et 16h30 parce que tu te dis, ouais, mais attends, ils vont dire que c'est sur mes horaires de travail et tout. Euh, et là, ils mettent carrément dentiste, yoga. Arroser les plantes, c'est surtout ça. Arroser les plantes, ça me tue, celui-là m'a tué. Mais tu vois, je me dis, enfin, c'est bien, tu vois, c'est bien. Parce que du coup, ça montre que tu es dans un environnement sain. Oui, et transparence et confiance, parce que si tu oses dire Ouais. ça veut dire que tu as confiance en ton manager qui va pas te juger ou qui va comprendre, justement. Mm. Pour toi, les clés pour être heureux ou heureuse? Waouh. De s'écouter, de ne pas être trop exigeant avec soi-même en mode. Moi, j'ai été heureuse en full remote à partir du moment où j'ai arrêté de me dire qu'il fallait que je bosse de 9 à 17, tu vois. Bah, il y a peut-être des. Tu vois, à vouloir trop te mettre dans des cases, dans un cadre, si tu te mets un cadre trop étriqué, tu peux vite te sentir à l'étroit et du coup ne pas être heureux. Parce que justement, je pense que si tu veux pleinement profiter du cadre de full remote et des avantages que ça a, tu es obligé de te mettre un cadre plus large. C'est pas pour ça que tu n'as pas de cadre, mais juste tu as beaucoup plus de marge de manœuvre et, et ça t'offre une flexibilité qui, pour moi, en tout cas, participe à mon épanouissement quotidien, tu vois. Et on en revient au fait que pour moi, c'est plus facile de ne pas distinguer ma vie pro et ma vie perso parce que du coup, je peux juste organiser l'un et l'autre comme ça m'arrange et pas comme ça arrange, enfin, tu vois, sans avoir trop de contraintes d'horaire ni. Au final, tu repenses ta vie, mais tu repenses aussi à la manière dont tu travailles. Et si tu profites pas à fond de ce truc-là, à quoi bon être en... Tu vois, c'est pas juste Voilà. une question de déplacement finalement, c'est une question de mode de vie, vraiment, de tout qui est repensé en fait. Ouais, exactement, exactement. Oui, c'est ça. C'est que je pense que pour être heureux, il faut aussi comprendre que être en full remote, tu vas avoir des besoins différents et c'est OK et il va falloir changer en fait. C'est pas parce que tu passes en full remote que juste tu vas faire le même taf chez toi, quoi. Trop bien Camille, bah, en tout cas merci beaucoup pour cet échange, c'était vraiment top. Donc toi Avec tu es plaisir. tu as 26 ans? Non, 24. Ah, Je vais sur mes 24, 25 là. c'est fou. Donc tu as 24 ans, tu es donc responsable SEO Ouais, pour Marcopy, donc qui est une start-up basée, enfin une start-up française, mais en full remote. Vous êtes 10 dans la boîte? ouais, une dizaine, ouais. Dans En la boîte. CDI. Et en On a des CDI. freelances. Ok. Et voilà, ton retour d'expérience en tout cas était précieux. Je vais Ça m'a fait arrêter. plaisir. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot ou c'est good pour toi? Bah moi, je pense qu'on a fait le tour de la question. Après, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des questions ou juste envie de parler à quelqu'un qui est en full remote ou juste envie de rencontrer quelqu'un qui est déjà dans ce mode de fonctionnement, bah, ne pas hésiter à me faire un message sur LinkedIn. C'est Camille Dufossé. Et moi, je suis toujours contente de rencontrer de nouvelles personnes et puis de répondre aux questions s'il y en a. Voilà.